Alors, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir et quel honneur de vous recevoir aujourd'hui pour la deuxième édition de Tunisia Global Forum, le TGF. Le TGF a pour but de connecter la diaspora avec les Tunisiens qui sont en Tunisie. Le but est d'échanger ensemble sur nos propres projets, sur nos affaires, sur des sujets aussi qui touchent la Tunisie. On sait que le réseau apporte beaucoup à nos projets, à nos relations et à nos entreprises. Donc soyons unis, entraidons-nous et construisons ensemble un avenir meilleur pour la Tunisie. Et à chacune de mes interventions, j'aime bien citer le proverbe africain « Seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Donc unissons-nous pour aller plus loin et réaliser des objectifs encore plus loin. Nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre sur un sujet qui est très intéressant, qui porte sur lumière et attractivité de nos régions tunisiennes. Selon l'Institut tunisien des compétitivités et des études quantitatives, il y a un indice qui s'appelle l'indice de développement régional. Cet indice est composé du niveau de connaissance de la population, de la justice et de l'équité, de la richesse et de l'emploi, et du savoir-faire et des connaissances. Cet indice a montré qu'il y a des régions qui ont un taux de 80% en termes de développement régional, c'est-à-dire sont des régions dont la population dispose d'un bon savoir-faire, d'une justice, de l'équité, d'un beau taux d'emploi et d'un bon niveau de richesse. Par contre, dans d'autres régions, ce taux de développement régional peut atteindre jusqu'à 20%, voire 10%. Donc il y a une grande absence de richesse, de l'emploi, du savoir-faire. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut interpréter ce taux faible par aussi une opportunité pour développer ces régions. C'est-à-dire il y a encore une marge de manœuvre pour former la population, pour améliorer les infrastructures. Le but, bien sûr, est d'améliorer la richesse des régions et donc de notre pays, c'est-à-dire améliorer la croissance de nos régions et accroître notre produit intérieur brut. L'année dernière, nous avons également fait ce même constat. Avec les membres de la TUJ, nous avons fait une tournée régionale sur 9 régions. Et nous avons fait la connaissance de plusieurs membres de la diaspora dans les régions et des personnes qui habitent dans ces régions. Et on a constaté que ce sont des personnes très motivées, très ambitieuses, qui sont assoiffées de connaissances, comme nous tous, mais souvent qui manquent de réseau. Donc le but à travers notre tournée régionale de l'année dernière était de connecter les Tunisiens qui sont dans les régions. On sait souvent que les grandes conférences se déroulent souvent dans la capitale. Donc le but de développer les régions est d'assurer une inclusion économique. Selon l'étude de l'attractivité régionale, il y a des facteurs qui attirent les investisseurs. Parmi les facteurs, il y a le capital humain, sur lequel certains centres que nous allons parler après y travaillent. Il y a aussi le facteur technologique, il y a aussi le facteur des ressources physiques et ressources humaines. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais introduire les intervenants. Je vais commencer par ma droite. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Mostafa Mezrani, qui est le directeur général du Technopole de Sfers, Mme Nejia Gharbi, qui est la directrice générale du Caisse des dépôts et des consignations, Mme Hamida Rizé, qui est la vice-présidente de la région Île-de-France chargée du tourisme, à ma gauche, M. Omar Triki, directeur général des centres ELIF, et Mme Enissa Lahwa Shehed, qui est directrice du Centre de facilitation et de gestion des avantages à l'API, qui remplace M. Omar Bouzoueda. Et moi-même, je suis Inès Trojet, présidente de la TUJ France. Alors, cette conférence va se dérouler en 3 parties. La première partie sera consacrée aux projets qui sont développés dans les régions par ces institutions. La deuxième partie sur les défis et challenges. Et la troisième partie sur les visions de ces institutions. Alors, je vais commencer par Monsieur Triki. Vous êtes directeur de programme Fondation Tunisie pour le développement. Pouvez-vous nous présenter le programme ELIF, sa raison d'être et les retombées concrètes dans les 10 régions où il est implanté? Merci à tous.
Bienvenue dans le meilleur panel. Donc, voilà. Donc, alors, moi, je m'appelle Omar Triki, donc je travaille pour la Fondation Tunisie pour le développement, qui est une ONG tunisienne dont le but est de soutenir le développement régional et économique. Donc, le développement régional est vraiment dans l'ADN de la Fondation. Elle a été créée pour soutenir le développement régional. Nous sommes connus pour le programme ELIF, qui est un programme qui vise à construire des techno-hubs dans les régions du nord-ouest, centre, ouest et sud-ouest de la Tunisie. Et pour lutter contre les disparités régionales. Donc les centres ELIF, il y en a 5 aujourd'hui, ils ont pour vocation de former les jeunes entre 19 et 29 ans pour réintégrer le marché du travail sur toutes les verticales. Nous avons commencé par l'IT, mais nous avons élargi à l'industrie. Nous avons aussi un volet entrepreneuriat. Et enfin, le troisième volet, c'est vraiment l'ouverture des centres à toutes les autres ONG qui sont désireuses de créer de l'impact. Comme vous dites, seul on va... on va vite, ensemble plus loin. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de fédérer les efforts un peu de toutes les ONG locales en ramenant de l'infrastructure. Donc je vous invite, ceux qui seront à Tunis durant les Diaspora Regional Networking. Il y en a 4 qui vont se dérouler dans les centres ELIF de Beja, Tozeur, Djerba et Kef. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à y aller. Mais les centres, c'est vraiment un concentré de technologie. C'est des espaces très agréables. Mais voilà. Donc, ce que je voulais vraiment plus commencer mon intervention par quelques chiffres. En fait, je ne sais pas si vous connaissez la part des startups ou le pourcentage des startups labellisées qui viennent des régions du nord-ouest, centre-ouest et sud-ouest. En fait, elles ne dépassent pas les 5%. Il y a 4 ans, elle était à 4,3% et cette année, elle est à 3,8%. Donc 3,8% des startups labellisées viennent de ces 3 régions-là, ce qui est très peu. Pourquoi? Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de création, mais en fait, il y a beaucoup de talent dans les régions, mais en fait, il n'y a pas souvent les infrastructures pour accompagner ou les SSO pour accompagner. D'où l'idée de ces centres-là. La participation du PIB des régions du nord-ouest, centre-ouest et sud-ouest, elle est de moins de 20% au PIB national des régions. Mais n'empêche que, vous l'avez dit tout à l'heure, ces régions regorgent de richesses. En fait, nous avons découvert qu'il y avait énormément de talent. On a beaucoup de success stories aussi qui ont émané de nos programmes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le pari. Et puis, nous avons aussi découvert tout au long de l'aventure ELIF qu'il y avait aussi d'autres partenaires recruteurs. Je ne vais pas nommer certaines industries, mais de grosses industries de câblage qui ont fait le choix de s'installer dans les régions du Nord-Ouest parce qu'il y a du potentiel, parce qu'en fait, il y a un potentiel humain. Et le but de ces centres ELIF, c'est justement de développer ce capital humain. Il y a des universités, mais nous ramenons une couche supplémentaire, un upskilling, si vous voulez, une mise à niveau, pour faire en sorte qu'il y ait ce potentiel humain tant chéri par les recruteurs. Et donc l'idée, c'était vraiment de mettre ces centres autour des clusters industriels pour faire un peu, pour fabriquer, entre guillemets, ce potentiel dont ils ont besoin. Et je suis vraiment très fier et très heureux de vous annoncer que depuis l'ouverture du premier centre à Siliana, il y a 45 000 jeunes qui sont passés par nos programmes dans les régions, dont 12 000 en formation, dont des centaines en accompagnement à l'entrepreneuriat, et les autres milliers, c'est vraiment plus pour assister à une conférence ou à un challenge scientifique ou à une exposition d'art, parce que nous croyons aussi que la culture est une composante très importante au développement humain. Et donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus parce que je pense qu'on est beaucoup à parler, donc voilà, mais j'en parlais pas. Voilà. Merci. Merci. Merci Omar. Donc, un des facteurs qui attire les investisseurs vers les régions, c'est la formation du capital humain. La formation pourra être adaptée aux entreprises qui s'y installent, dont les entreprises aussi étrangères. Il y a aussi une formation sur le plan technologique. Et concernant ce point de technologie, je me dirige vers Monsieur Mostafa Mezrani, qui est le directeur général du Technopole de Sfax. Monsieur Mezrani, quels sont les objectifs du Technopole de Sfax et comment se positionne-t-il par rapport aux autres technopoles? Avez-vous un exemple concret d'innovation portée dans la région? Merci. Merci pour cette invitation et pour cette opportunité de parler des technopoles et plus particulièrement de la technopole de Sfax. Donc,
déjà, comme toute technopole, je dirais l'objectif de la technopole de Sfax et des autres technopoles, c'est d'assurer, je dirais, une bonne coordination entre trois composantes qui sont l'université, la recherche et l'industrie. Et l'objectif, c'est de permettre à l'industrie de se relever en termes de valeur ajoutée, en termes d'innovation, etc. Et ça, c'est donc l'élément principal et l'objectif principal des technopoles. Nous avons en Tunisie plusieurs technopoles. Il y a donc Tunis où il y a je dirais, El Razel, qui est la première technopole qui a été créée, mais aussi Borj Sedri et Sidi Thebet. Il y a Bizerte, il y a Sousse, il y a Sfax. Chacune de ces technopoles-là a une spécialité. Et il y a d'autres technopoles, à Gebs et à Gafsa principalement, qui sont plutôt qui n'ont pas une spécialité particulière. Sfax est une technopole qui est spécialisée dans le numérique et le multimédia. Maintenant, le numérique et le multimédia restent quelque chose d'assez horizontal en termes je dirais en termes d'activité. Et dans ce sens-là, nous avons à Sfax, nous avons une forte connotation, je vais dire, de logiciels et de développement de solutions en rapport avec l'automobile et l'aéronautique. L'automobile qui est appelé, je dirais, d'ici 2030, le coût d'une voiture d'ici 2030 sera composé à peu près 50% de solutions numériques et de logiciels. Donc un potentiel qui est assez important. Et dans ce sens-là, nous avons, je vais quand même citer un cas de success story. Nous avons une entreprise qui a été créée en 2010, qui se développe dans l'automobile, donc les solutions pour l'automobile, qui est arrivée à peu près de 150-300 personnes en 2024 et qui a été rachetée par une société indienne. Cette société qui est basée à Sfax travaillait en quasi-exclusivité avec une société allemande en sous-traitance. La société indienne a racheté la société allemande et a décidé de récupérer l'activité de la société Primatech qui est à Sfax. Elle a donc récupéré l'activité et actuellement, ils sont à peu près 600 personnes avec un objectif de passer à 900 personnes d'ici l'année prochaine. Donc, ce qui montre un potentiel assez important et de l'avis, pourquoi, je dirais entre autres, cette réussite-là, pourquoi les entreprises qui sont à Sfax sont satisfaites, comme vous l'avez dit, il y a le capital humain et le capital technologique. Et nous sommes tous d'accord que le capital humain existe à Sfax en grande capacité. Et ces entreprises elles-mêmes qui se sont installées à Sfax, certaines étaient à Tunis, sont allées à Sfax, disent qu'à Sfax, elles retrouvent deux choses importantes, des compétences et une stabilité du personnel. Et ce qui est très important, cette stabilité du personnel, en réalité, la stabilité du personnel, je dirais, n'est pas propre à Sfax, même si je devrais faire l'éloge de la technopole que je dirige. Mais cette stabilité, à mon avis, devrait pouvoir se retrouver hors de la capitale, pour une raison bien simple, c'est que quand les gens travaillent à côté de leur famille, la stabilité familiale se répercute sur la stabilité professionnelle. Et donc, ça a permis d'avoir une bonne stabilité du personnel. La présence au sein de la technopole d'un pôle universitaire a permis aussi aux entreprises de pouvoir bénéficier de cursus de formation qui sont adaptés à leurs besoins. Il y a un bon rapprochement entre l'université et les industries et ça a permis donc d'avoir des cursus adaptés. Et je terminerai juste pour parler des startups. Omer a dit qu'il y avait moins de 5% dans les régions, donc les régions ouest de la Tunisie. À Sfax, il n'y a que 6% de startups labellisées. Sur le total de la Tunisie, la plus forte concentration étant à Tunis, principalement, sous Sapré, mais d'après ce qu'on m'a dit, à Sfax, la concentration est plus importante. C'est la deuxième concentration après Tunis. Ce qui est dommage, parce que le potentiel existe et on y reviendra peut-être plus tard. J'ai trop pris la parole. On y reviendra peut-être plus tard. Il faudra qu'on discute justement des difficultés rencontrées par les startups au niveau des régions.
Merci, Monsieur Mezrani. Effectivement, il y a une complémentarité entre le centre ELIF, les technopoles technologiques qui assurent donc trois rôles, la formation, la recherche et développement et surtout l'industrialisation des entreprises qui constitue un facteur très important. Et en parlant de l'industrialisation, je me dirige vers Madame Lahwa qui représente l'API aujourd'hui. Madame Lahwa, quel est le rôle de l'API dans le développement industriel équilibré des régions? Pouvez-vous nous citer une initiative récente à fort impact territorial? Merci pour l'invitation. Je suis honorée de représenter l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Je vais peut-être donner un petit aperçu sur ce qu'on fait au niveau de l'API. L'API, c'est un établissement public à caractère non administratif qui a été créé depuis 1972. Donc, nous travaillons au profit de l'investisseur depuis plus de 50 ans maintenant. Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique de l'État pour la promotion du secteur industriel et des services connexes à l'industrie. Pour répondre à votre question par rapport à la contribution de l'API dans le développement régional, moi je dirais que l'API, à travers ses représentations régionales, qui sont au nombre de 24, donc nous avons une représentativité sur tout le territoire tunisien. Donc, à travers ces 24 directions régionales, nous avons pu accompagner les industriels, nous avons pu accompagner les entrepreneurs aussi bien à l'intérieur du pays que sur le littoral. Nous sommes aussi chargés de l'octroi des avantages financiers qui sont octroyés dans le cadre de la loi d'investissement pour l'encouragement du développement régional. Et à travers ces incitations, justement, on a pu observer l'implantation de plusieurs sociétés internationales et qui ont eu un impact très important à l'échelle régionale. Moi, je dirais impact sur le plan création d'emplois directs et indirects, et sur la mobilisation de la main-d'œuvre dans les régions. Aussi, je cite que nous avons un réseau de 28 pépinières d'entreprises qui sont adossées dans les institutions universitaires. Et le nombre 28, ça suscite certainement une interprétation par rapport par rapport à la présence des pépinières. Donc, il y a dans des gouvernorats comme Assous, on compte plus de 2 pépinières. À Sfax aussi, nous avons 3 pépinières. Tout ceci, c'est pour rapprocher justement les services d'accompagnement, d'incubation au profit des porteurs d'idées de projets d'un côté, et de l'autre aussi, c'est pour consolider la synergie entre le milieu universitaire et le milieu industriel, parce que on sait pertinemment que il y a des besoins qui surgissent de la part des sociétés industrielles, et de l'autre côté, comme ça a été cité, il y a un potentiel à travers les startups, à travers les jeunes. Donc, on fait de sorte à matcher entre les startups et les sociétés industrielles. Aussi, à travers les directions régionales, nous réalisons chaque année des enquêtes de suivi pour alimenter une base de données d'informations industrielles. Et on sait pertinemment que l'information est très utile pour un investisseur qui doit se lancer dans un secteur bien déterminé. Donc, à travers la base de données qui est élaborée par les services de l'API, par nos propres moyens, donc l'investisseur, il peut justement consulter ces bases de données, les publications périodiques qu'on fait, les données sur le secteur industriel.
Merci, Madame Laroua. Vous soulignez avec le Centre Technopole la nécessité de connecter les entreprises avec les centres de recherche des universités, et c'est ce qui constitue un élément important, le fait d'avoir des diplômés qui répondent au marché de l'emploi et surtout des projets qui répondent aussi aux besoins des entreprises. En termes de formation, d'accompagnement, je me dirige vers Hamida, vice-président de la région Île-de-France, qui établit beaucoup de partenariats avec des régions en Tunisie. Je souligne également que la région Île-de-France nous aide énormément au sein de l'ATUJ France en termes de soutien à notre association et à notre réseau. Donc merci encore Hamida pour vos efforts. Et je me dirige donc vers vous en termes de coopération. Quels sont les projets de coopération régionale que vous avez développés avec la Tunisie, et quels sont vos critères de choix des régions? Merci beaucoup Inès pour déjà pour tes mots. Moi j'aimerais vraiment on va se tutoyer, hein, je vais te tutoyer. J'aimerais vraiment te remercier parce que Inès, elle incarne parfaitement le dynamisme, et je parle sous le contrôle de Leïla, sa maman, qui est présente. Voilà, comme ça vous savez que sa maman est là. Tu incarnes vraiment un dynamisme à la tunisienne qu'on retrouve beaucoup chez les femmes tunisiennes, et merci parce que on peut vraiment compter sur toi. Tu es une grande travailleuse, et c'est vrai que là-dessus, avec Amine, bien évidemment, et je le remercie aussi de cette invitation, parce que c'est la deuxième invitation, et c'est vrai qu'on a besoin de gens comme vous, parce que si vous le faites pas, si on le fait pas, personne ne le fera. Donc voilà, au moins ça c'est dit. Et puis, écoutez, moi je m'appelle Hamida Rezeg, donc je suis d'origine tunisienne, hein, donc Baba Menekbeli, et elle était de Sfax. Donc voilà, mes parents sont arrivés en 1956 à Toulon. Je ne vais pas tout vous raconter, mais Parkal, ils ont fait de nous des enfants chéris de la Tunisie et des enfants chéris aussi de la France, parce qu'ils nous ont transmis l'amour de la France. C'est un pays qui les a accueillis dans les années 50, et ils nous ont donné aussi l'amour de la Tunisie, parce que depuis toute petite, tous les ans, il fallait aller en Tunisie passer 2 mois. Et ça nous a permis d'avoir cet ancrage avec la Tunisie. On n'a pas la même vision de la Tunisie quand on a 18 ans ou 15 ans, quand on a 50 ans. Ça, c'est sûr. Et moi, depuis quelques années, et grâce à la région Île-de-France, grâce à Valérie Pécresse, j'ai pu tisser ce lien avec la Tunisie dans le cadre de la coopération décentralisée. En 2017, nous sommes venus à Tunis avec Valérie Pécresse et toute l'équipe, et nous avons signé une convention, un partenariat de coopération décentralisée avec la Tunisie. Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France. Exactement, Valérie Pécresse qui adore la Tunisie aussi, et qui est la présidente de la région Île-de-France depuis 2015, et pour elle, elle s'est dit il faut impérativement qu'il y ait une coopération avec la Tunisie. Il y avait déjà une petite coopération avec l'Algérie, et en fait, elle n'existait pas du tout, et on a été la première coopération à être créée en 2017. Après, le Maroc a voulu, l'Algérie aussi a voulu. Voilà, on a environ 30 pays avec lesquels, dans le monde entier, on est en collaboration, en coopération. Et moi, avec la présidente, je lui ai dit, j'aimerais bien m'occuper de la coopération de la Tunisie, de par des origines. Donc, en février 2017, on a signé une coopération avec le Grand Tunis, avec Manouba, Ariana, Benarous. Et dans cette convention, coopération, on y a mis des champs d'intervention, des thématiques qui sont sur la recherche, la culture, le tourisme, l'innovation, la tech, et là on a inscrit les transports, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis à l'initiative, je suis fier de le dire, que nous avons fait un don d'une centaine de bus à la Tunisie, et qui sont acheminés il y a quelques semaines. Et c'est vrai que c'était important d'aider la Tunisie, parce que ça c'est dans le cadre de la coopération dans les transports. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement avec la Tunisie? 2 axes très importants. Avec Romar Trik, et c'est toute l'équipe qui est ici présente, à travers aussi bien évidemment votre
Batoledine Oued, pardon, le président de la fondation, avec qui nous travaillons beaucoup, nous avons aidé à créer ces tiers-lieux un peu sur l'innovation, sur la tech à Djerba. Nous avons inauguré il y a quelques années pendant le sommet de la francophonie, il me semble, en 2022. Donc voilà, c'est un axe sur lequel on travaille. On travaille également aussi sur le côté culturel. On a accompagné une bibliothèque à Tunis sur tout ce qui est innovation, tout ce qui est justement la donation de livres codés pour des enfants dans des écoles. Et là où on travaille beaucoup, et là c'est ma partie, c'est le tourisme. On s'est rendu compte qu'avec la crise de Covid, on avait besoin d'employabilité, de recruter énormément de personnel. Donc pour recruter du personnel, avec la Covid, il faut les former. Donc on a trouvé une école à Hammamet sur le tourisme, avec une école Lutec en Seine-et-Marne, là où on est. Et on a fait une coopération avec ces deux écoles sur la formation des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, des métiers de bar. On a fait une co-certification de métiers. Donc on a formé une cinquantaine, plus une soixantaine de jeunes à Hammamet. On a donné une subvention de 150 000 €, mais qui était partagée entre le ministère des Affaires étrangères, l'État, l'Europe aussi, et sur lesquels on a beaucoup travaillé. On accompagne aussi on accompagne beaucoup, et Romain le sait, avec des incubateurs. Donc on accompagne environ 20 startups tunisiennes, avec sur l'incubateur qui est fantastique de DOT, où on a vraiment une vraie collaboration avec eux. Donc là, on devait venir encore en avril, mais bon, le voyage sera reporté, puisqu'on a envie aussi d'accompagner encore plus des startups. Et moi, j'avais demandé qu'on finance des startups qui font justement tout ce qui est patrimoine, artisanal, dans le cadre du tourisme. Et ça a marché. D'ailleurs, sur cela. Donc voilà un peu sur les champs d'intervention sur lesquels on avance, on a envie, ça c'est mon souhait, et je parle aussi au nom de la technopole de Sfax, que j'ai visité aussi il y a quelques mois l'année dernière, et mon souhait c'est de pouvoir créer une autre coopération décentralisée avec Sfax, parce que Sfax c'est la porte du sud. Tout le monde passe par Sfax pour aller dans le sud de la Tunisie, non? Je pense. Voilà, il me le confirme, donc ça va. Pour aller à Douze, pour aller à Gbeldi, pour aller à Guebes, pour aller à Medellin. Enfin voilà, on est obligé de passer par Sfax. Et à Sfax, nous avons... Ou Djerba, pardon Inès. Mais oui, Djerba, oh là là. Je vais pas dire ça, Djerba. Alors, comment ça se fait ça? Et donc, du coup, à Sfax, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un aéroport, on a une zone de fret, on a un tissu de développement économique incroyable, avec des entreprises, vous l'avez cité tout à l'heure, dans l'aéronautique, dans le textile, l'industrie textile qui est très très importante. Et je remercie aussi la présence de monsieur Khalil Cheib, qui est ici, qui est président justement de la Chambre de franco-tunisienne ici, et qui fait un formidable travail sur le tissu des entreprises. Et ça, c'est capital, parce qu'il faut se déplacer. Je sais, je le suis, enfin pas physiquement, mais je le suis sur les réseaux, où il va beaucoup au Japon, il va beaucoup en Chine. Il nous apporte beaucoup d'expérience sur les entreprises qui sont très implantées. Et je crois que c'est un fabuleux travail que tu fais avec toutes tes équipes ici présentes. Et voilà, donc à Sfax, c'est vrai qu'on a vraiment... moi, j'aimerais bien, et j'ai un peu initié avec l'Institut français, qu'on puisse avoir une coopération décentralisée, parce qu'il y a aussi le patrimoine. Tout à l'heure, avec Omar, on en parlait, on a vraiment un patrimoine, et avec Wissel aussi, qui est là, qui travaille à la Société Générale, et qui fait aussi un formidable travail sur le patrimoine, la valorisation du patrimoine à travers le beau spectacle que finance aussi la Société Générale, le festival de Ljam, qui est incroyable. Et je crois que voilà, sur ces sujets-là, sur thématiques, il faut aussi que nous on accentue justement la valorisation du patrimoine en Tunisie, qui est fantastique. Voilà un peu sur les thématiques un peu sur lesquelles on travaille avec la région: l'entrepreneuriat, les startups, d'accompagner beaucoup de startups, le patrimoine, la culture, le tourisme, l'innovation, et puis bien évidemment les transports aussi. Merci. Très bien. Merci Hamida pour votre engagement auprès des régions. Donc, ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant, c'est que les jeunes sont formés, sont accompagnés sur tous les plans. Et on va s'attarder maintenant sur un point qui est essentiel, notamment le point de financement de ces jeunes qui entreprennent dans les régions. Et je me dirige vers Madame Nejia Gharbi, directrice de la Caisse des dépôts et des consignations. Pouvez-vous nous rappeler les missions de l'ACDC et en quoi vos instruments de financement soutiennent l'activité dans les régions, notamment les petites et moyennes entreprises? Merci.
Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie la TUJ pour l'organisation de cet événement et surtout le roadshow dans les régions parce que c'est très important. Tout d'abord, une brève présentation de la CDC pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'est un acteur public, c'est un investisseur public qui intervient de deux manières. Il est investisseur direct ou indirect. Direct dans les grands projets et indirect pour les PME à travers les fonds d'investissement. Nous sommes donc, comme toutes les caisses de dépôt, nous avons une vocation de servir l'intérêt général. C'est pour ça, dans nos actions, on essaye d'être de plus en plus inclusif et surtout de cibler là où le privé n'y va pas. Donc, on est pratiquement, on travaille avec le privé, c'est vrai, mais on investit là où on veut ramener avec nous du privé avec l'effet de levier qu'on peut créer. Donc, au niveau des régions, nous intervenons notamment via les fonds d'investissement. Et là, sur 220 PME investis à travers 22 fonds dans lesquels la CDC est souscripteur, il y a 85 participations sont dans les régions, dans les zones de développement régional, beaucoup plus. Aussi, la CDC a créé donc ses propres fonds, donc c'est deux fonds de développement régional, donc le FDR1 et le FDR2, et un fonds généraliste, mais ces trois fonds qui totalisent un montant de 100 millions de dinars, déjà ont investi près de 40 PME dans les régions. Donc sur les 85 déjà investis par tous les fonds d'investissement qui sont là, 50% presque sont investis à travers les trois fonds de la CDC qui sont gérés au niveau de CDC Gestion. Pour les startups, donc nous intervenons à travers le fonds de fonds ANAVA et le fonds Innovatech qui ciblent donc les startups. Et là, notre surtout accompagnement et le financement qu'on offre dans le volet accompagnement, surtout pour les programmes, on s'intéresse beaucoup plus aux programmes d'accompagnement dans la région. Parce que vous avez vu, les constats, c'est que au niveau des régions, très peu de startups labellisées sont présentes. Mais aussi, il y a un autre indicateur et un autre KPI qu'on cible, c'est les femmes, parce que aussi la participation, les femmes, donc dans les startups créées par des femmes ou cofondées par des femmes, n'était que autour de 5% du total donc des startups créées. On est arrivé actuellement jusqu'à 28% pour les startups co-fondées par des femmes, mais c'est grâce aussi aux mécanismes d'accompagnement qu'on offre et qui sont dédiés aux femmes. Il y a donc dans nos programmes aussi, il y a des programmes par exemple qui sont financés. Il y a un programme avec l'AFD dédié donc à l'accompagnement des femmes qui s'appelle FAS, donc Femmes Accélération Startup et TPE. Et là, carrément, on a fait de la discrimination négative pour le Grand Tunis. Donc, on a écarté tous les programmes qui sont basés sur le Grand Tunis, vu que les startups donc, sur le Grand Tunis ont accès réellement à un accompagnement et une accélération plus accentuée que dans les régions. Et à travers la composante 2 du programme FAST, nous avons donc financé 11 programmes d'accompagnement qui couvre toutes les régions de la Tunisie en dehors du Grand Tunis. Donc, ça c'est un exemple. Autre chose, donc nous venons de créer un fonds qui s'appelle le fonds Impact. Et ce fonds, il cible le financement d'impact, notamment dans les régions. Et nous avons commencé par un compartiment dédié à la région Sidi Bouzid et Kasserine qui vient dans le cadre du programme Corridor, qui est donc
dédié donc à désenclaver la région Sidi Bouzid et Kasserine à travers le développement de la route RN13. Et nous sommes concentrés sur le financement des PME qui sont autour donc de ce corridor. Et c'est un financement qui vient aussi de la Banque mondiale à travers tout le programme Corridor qui a été accordé à l'État. Et un cofinancement donc pour la route avec la BEI, mais pour la composante économique uniquement avec la Banque mondiale. Voilà donc globalement, donc notre ADN fait que nous sommes beaucoup plus favorables aux régions. Nous sommes présents aussi dans les technopoles à travers notre participation. Donc dans les technopoles de Sousse, de Sfax, de Gabès, CIT, donc Tataouine. Aussi, nous sommes présents dans le technopole de Tozeur, bientôt à Gafsa. Et bien sûr, sur le Grand Tunis, on n'a que Sidi Thebet et Boursedria dans lesquels nous sommes présents, mais on cible beaucoup plus les technopoles qui permettent donc de créer ce champ dédié à l'innovation qui permet, comme l'a dit donc Mostafa, de relier aussi bien l'université que les structures de recherche avec les entreprises. Et ça, c'est un espace vraiment très favorable pour l'innovation. Nous sommes aussi en train de préparer donc l'étude de faisabilité pour la technopole de Manouba. Donc, qui sera une deuxième technopole, comme la technopole de Razel, mais ce sera beaucoup plus orienté aux technologies et IA. Donc, ce sera vraiment une technopole qui va servir donc toute la région autour de Manouba. Très bien. Oui, bravo pour votre engagement auprès des régions. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est à travers ces fonds qui sont complètement dédiés pour les régions, c'est à travers aussi vos critères de sélection, c'est-à-dire des projets qui sont dans des régions spécifiques et qui sont ouverts par des femmes, que vous ciblez plus les PME qui sont dans les régions et que vous arrivez à les financer. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a aussi une complémentarité ou bien une collaboration entre vous, la CDC, les technopoles, et également les jeunes bénéficient des formations sur tous les plans, le plan technologique, d'autres formations, et ils ont également accès à certains types de financement dans les régions. Malgré ces formations, malgré cet accompagnement technologique, comme vous l'avez souligné, il n'y a que 3% des startups qui sont labellisées dans la région de l'Ouest. Également, certaines régions ont un niveau de développement qui est un peu bas, de 20 à 10%. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Quels sont les défis auxquels vous faites face? Je vais commencer par vous, Monsieur Mezrani. Donc, on est à la deuxième partie, notamment les défis. Quelles sont les limites actuelles au déploiement d'un écosystème d'innovation solide et structuré en dehors de la Tunisie? Théoriquement, ma réponse devrait commencer par un grand soupir. Parce que, un grand soupir. Parce que tout se passe à Tunis, rien ne se passe en dehors de Tunis. Sousse fait beaucoup d'efforts, c'est vrai. Mais en dehors de ça, il n'y a rien qui se passe en dehors de Tunis. Mais même ceux qui ne sont pas à Tunis... Et pourquoi? Sont obligés d'aller... Nous avons des startups à Sfax qui vont 2 jours par semaine à Tunis. Parce que tout se passe à Tunis. Les centres de décision sont à Tunis. Les ministères, etc. sont à Tunis. Les plus grands clients sont à Tunis. Donc malheureusement, et ça c'est le plus grand défi que rencontrent les entreprises, les marchés sont à Tunis, les centres de décision sont à Tunis. Et puis après, généralement les programmes, à moins d'une discrimination négative, comme a dit Madame Rerbi, se concentrent plus sur Tunis. Bon, peut-être que
Tunis a eu un certain moment, un certain nombre de structures qui se sont développées pour, je dirais, en tant que SSO, en tant que structure pour le développement, en tant qu'incubateur, etc. C'est ce qui a fait que ça s'est développé. Il y a beaucoup de fonds qui ont été mis sur Tunis. Il y a moins de capacité au niveau des régions, peut-être. Mais les startups, je vous ai dit tout à l'heure à Sfax, on n'a que 6% des startups labellisées alors que le potentiel est beaucoup plus important. Et encore, beaucoup d'entre elles, une fois labellisées, se trouvent obligées de quitter, soit vers l'étranger, soit ailleurs, principalement à Tunis. Ça aussi, c'est un autre problème qu'on rencontre parce que, alors, pourquoi ? L'incubation est une activité qui n'est pas financièrement rentable. Et donc, elle doit se faire sur base de programme et sur base de financement. Quand on fait de l'incubation au sein des technopoles, ce sont les technopoles qui investissent de leurs revenus. Et il faudrait qu'il y ait plus de programmes qui financent ces activités-là. Quand on voit ce qui se passe en France, les technopoles ou les incubateurs ont des financements régionaux, ont des financements nationaux, ont des financements européens. Et ils ont des programmes qui contribuent à ça. En Tunisie, nous avons quelques bailleurs de fonds internationaux qui sont en Tunisie, la GIZ entre autres, mais d'autres, Expertise France qui contribuent ou d'autres, mais ces fonds se tarissent de plus en plus, il y en a de moins en moins. Il y a eu un engouement au début des années 2010, je vais dire, mais là, plus on avance, moins il y en a. Et il n'y a pas de fonds publics tunisiens, à part quelques programmes qui ont été lancés par la CDC. Et ça, c'est un grand problème parce que ce soit la rentabilité du parc technologique, que ce soit la rentabilité des incubateurs, etc., c'est une rentabilité socio-économique et non pas une rentabilité financière. Même pour les parcs technologiques, la rentabilité financière est sur le long terme, et sur un très long terme, et donc le développement doit aussi se faire sur base de financement public. Absolument, de financement public. Malheureusement, en Tunisie, au cours des dernières années, le financement public n'existe plus, je vais dire, ou très peu. Je vais prendre l'exemple de la technopole de Sfax. La technopole de Sfax, j'avais personnellement contribué à l'étude de faisabilité de la technopole et on avait recommandé l'implication du secteur privé pour pouvoir avoir une technopole dynamique. Et il y a eu le choix d'impliquer le privé dans certaines technopoles en Tunisie. Ça a été le cas de Sousse, de Monastir et de Bizerte. Sfax, c'est parti vers un développement public. Sauf que il y a eu un premier capital qui était majoritairement public et puis après le public n'a plus suivi. Heureusement qu'on avait la CDC qui a contribué à deux augmentations de capital. Et c'était le seul souscripteur aux deux augmentations de capital parce que même les partenaires privés qui étaient impliqués dans le capital de la technopole n'ont pas suivi parce qu'il n'y a pas l'appui du public. Et puis après, il y a d'autres contraintes qui étaient posées pour la participation du secteur privé. Voilà, donc assez rapidement, les défis les plus importants, ce n'est pas l'existence d'entrepreneurs qui veulent entreprendre, ce n'est pas un manque d'idées, mais c'est plutôt un manque de programmes et d'outils pour accompagner, de moyens, pour accompagner ces porteurs de projets, pour pouvoir concrétiser leur idée et voir l'entreprise se développer. Et j'y reviens, concrétiser leur idée, ce n'est pas pour leur seul avantage, c'est aussi pour l'avantage de la Tunisie en termes de création d'emplois, en termes d'export et en termes de croissance économique. Merci. Donc, ce qui manque, c'est plutôt des moyens financiers. Vous avez comparé avec d'autres régions, notamment en France, qui sont alimentées par des fonds européens, par d'autres fonds. Est-ce que, par exemple, les technopoles peuvent aujourd'hui lever des fonds internationaux? Oui, on peut lever des fonds internationaux. Peut-être à travers des projets de coopération internationale. Oui, rien ne nous l'interdit. Je veux dire, on peut parce que rien ne nous l'interdit. Maintenant, il y a d'autres difficultés qui se posent. Absolument, oui.
Donc, on a mentionné le défi de financement. Il y a également l'autre défi dans les régions, c'est la faible industrialisation hors du littoral. Et je me dirige vers Madame Lahwa. Donc, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'implantation d'activités industrielles que vous menez dans les régions? Merci. Donc, au niveau de l'API, nous sommes dans une approche d'amélioration continue et c'est dans ce sens que depuis quelques années, nous avons développé un instrument qui est le baromètre du climat des affaires. Et à travers les enquêtes menées, il y a eu deux problèmes qui ont été retenus. Le premier problème qui est lié à l'infrastructure. Le problème de l'infrastructure au sens large, l'infrastructure de base et l'infrastructure numérique aussi. Outre l'infrastructure institutionnelle qu'a cité M. Mezrani, la concentration de toutes les institutions, de la prise de décision qui est concentrée sur la capitale, ça c'est un autre point. Mais le gros problème, justement, qui enfreint l'investissement à l'intérieur des pays, c'est l'infrastructure, la proximité, le coût du transport, tout ça, ça impacte énormément la décision pour l'investisseur de s'implanter dans ces régions-là. Et puis, le deuxième problème qui a été retenu à travers le baromètre, comme je l'ai dit, c'est le manque de financement. C'est toujours une question qui revient. Et si on parle justement de développement durable, malheureusement, il y a toujours un manque d'instruments financiers dédiés pour encourager le développement durable. C'est vrai qu'il y a quelques institutions financières qui ont développé quelques instruments financiers verts, je dirais, mais c'est toujours pas suffisant justement pour encourager l'investissement à l'intérieur des régions. Très bien. Merci. Donc on évoque un manque d'infrastructures et de financement. On va parler après des solutions. Je me dirige vers Monsieur Triki. Donc vous assurez plusieurs formations dans les centres ELIF. Malgré ces formations, il y a encore un taux de chômage qui est considérable dans les régions. Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux freins à leur insertion professionnelle malgré l'existence des centres ELIF? Et je sais que vous coordonnez beaucoup avec les entreprises qui s'installent dans ces régions défavorisées. Donc, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour assurer une meilleure insertion pour ces jeunes? Bon. C'est une question difficile. En fait, on part d'un historique qui est quand même assez compliqué. C'est que aujourd'hui, c'est un fait, il y a une inadéquation entre le système de formation publique et l'attente du marché en termes de compétences. Et en plus, l'évolution de la technologie fait que ce gap s'élargit de plus en plus. Enfin, on est à l'ère de l'IA aujourd'hui. C'est une matière qui n'est même pas enseignée encore dans les universités. Je veux dire, la technologie avance. La formation, donc nous, petite ONG qui essaye de faire de son mieux pour diminuer ce gap à l'employabilité grâce à des formations très ciblées et qui sont des formations à la carte pour les entreprises. Mais on est tout seul. Et je pense qu'il faut des programmes beaucoup plus longs, plus larges et plus grands, de refonte carrément, et qui demandent énormément d'investissement. Ce qui est quand même prévu, je voudrais quand même saluer les pouvoirs publics qui aujourd'hui, je pense, sont de plus en plus conscients de la nécessité de faire du développement régional. Je crois que plus que la moitié de l'investissement public est prévu dans le projet de loi de finances de 2026, en tout cas pour le développement régional, et qu'il y a aussi des initiatives qui sont menées par l'API, par la CDC et par les technopoles pour contribuer à ce développement. Et les partenaires que je remercie, que ce soit le Conseil régional d'Île-de-France ou l'Union européenne, qui injectent énormément d'argent aussi aujourd'hui pour soutenir le développement régional. Donc il y a pas mal d'initiatives. Après, les freins, je me rappelle quand j'étais à l'étranger, je suis rentré en 2010, on me parlait de soft skills en fait, et c'était le frein, on nous disait qu'on était super bien formés et qu'il fallait juste rajouter une couche de soft skills pour que les jeunes soient employables. En fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas que les soft skills, il y a aussi les hard skills. Malheureusement, ça ne suit plus.
Et le problème, je vous rassure, il n'est pas propre à la Tunisie. J'étais à des conférences à Dubaï, partout dans le monde, il est mondial. Donc c'est pas que la Tunisie qui est en retard, c'est tout le monde en fait. Et ça, c'est dû à l'évolution technologique. Et donc du coup, il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment un effort de refonte en fait global, de changement d'approche. Ça peut être complété par des institutions ou des petits programmes comme la Fondation appuyée par l'UE ou par le Conseil régional de l'Île-de-France, mais ça ne suffit pas. Voilà. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question sans m'étaler plus, ce frein, il est vraiment là. Je pense qu'il faut repartir à la source et repenser tout ce système d'éducation, au-delà aussi de l'infrastructure qui ne suit pas. Tu as parlé tout à l'heure de l'industrie de développement régional. C'est un vrai souci. En fait, l'accès même à l'infrastructure de base est un vrai problème. Comment veut-on enseigner de l'IA si je n'ai pas les moyens d'enseigner de l'IA aujourd'hui? On ne va pas faire de la théorie. Donc voilà, c'est beaucoup de problèmes qui demandent énormément d'investissement. Je rejoins tous mes camarades tout à l'heure. Mais je pense que, en tout cas, que les pouvoirs publics sont de plus en plus confiants, qu'il y a de plus en plus d'initiatives. Je rappelle que même les partenaires bailleurs, c'est presque une condition d'aller dans les régions aujourd'hui pour avoir les fonds. Donc il y a une volonté d'aller vers les régions et de développer, de faire pas mal de choses. Et donc il y a de bons signaux. J'ai envie toujours d'avoir une note positive et d'optimisme. Tout n'est pas noir. Il y a quand même de bons signaux. Voilà. Merci. Merci Omar. Donc, ce que je retiens, c'est surtout repenser le système de formation parce qu'aujourd'hui, le monde va vers deux objectifs, le développement durable et l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça que nous arrivons à la dernière partie, notamment sur vos visions et vos objectifs futurs par rapport donc à vos institutions. Et je commence par Madame Nejia Gharbi. Quelle stratégie la CDC compte-t-elle renforcer ou lancer pour élargir son impact dans les régions, notamment en lien avec la transition verte et le numérique? Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un problème et qu'on doit agir. Donc, de notre côté, on essaie d'offrir des instruments pour rassurer un peu ces jeunes, pour aider surtout à créer leur entreprise. Et surtout, retenir ces startups parce qu'on a besoin aussi qu'elles évoluent dans notre environnement. Donc, au niveau des startups, ce qu'on offre comme financement, c'est à travers le fonds de fonds ANAVA qui lui-même a investi jusque-là dans 11 fonds d'investissement. On va arriver à 13. Le plus important pour nous, ce qu'on exige, c'est que la startup en moins et 50% garde 50% de son activité en Tunisie. Pourquoi? Parce que réellement, elle a besoin de s'externaliser, elle a besoin d'aller vers des marchés beaucoup plus importants, mais on veut au moins que surtout tout ce qui est R&D soit maintenu en Tunisie. Autre chose, on offre des instruments pour encourager les programmes. Donc, il y a ce qu'on offre comme instrument donc, pour les startups, c'est R et R2. Donc, c'est deux instruments de subvention qu'on offre. Et aussi, on finance des programmes d'accompagnement. Donc, on offre donc deal. Jusque-là, donc on a déjà financé une trentaine de programmes. Et maintenant, on offre un autre instrument qui est Deal 2.0 et qui sera dédié surtout pour les programmes d'accompagnement qui permettent aux startups d'aller à la levée de fonds. Donc, c'est surtout des programmes d'investment readiness. Autre chose, on offre actuellement, donc on a un autre programme avec Expertise France. Et c'est un financement dédié pour les green, donc tout ce qui est green, donc tout ce qui est dans le développement durable. Et là, donc, on offre aussi deux instruments aux startups comme R et R2, mais ce sera MER et deux autres instruments. Donc, on va les lancer. Je crois que l'appel à projet a déjà été lancé au niveau de Smart Capital. Donc, ces instruments, on les offre pour encourager les startups à se maintenir. Mais pas que,
parce que, comme j'ai dit, donc il y a le fonds Impact qu'on a lancé et on a commencé par le compartiment dédié à la région Corridor, mais le deuxième compartiment dédié donc aux autres régions de la Tunisie va aussi démarrer et il va y avoir un financement qui va aller vers les projets dans les régions. Avec l'AFD aussi, nous sommes en train de monter un programme qui est dédié, là, ça peut intéresser peut-être la salle, c'est un programme qui sera dédié surtout pour donc le financement des projets initiés ou co-initiés par la diaspora. Donc, on a pas mal de startups qui sont ici absolument présentes dans donc cette salle. ce sera un programme dédié pour la diaspora et avec une composante régionale qu'on a aussi mis dans le programme et qui sera donc dédiée à la création de donc un espace innovation comme The Dot qui a été créé à Tunis. Donc ce sera The Dot dans les régions et ce sera avec donc Elif, on va travailler ensemble pour créer des espaces donc dédiés à l'innovation dans les régions. Voilà donc globalement ce qu'on peut offrir. On sait que les défis sont importants. Il y a un autre programme sur lequel aussi nous sommes en train de travailler avec la BAD et c'est un grand fonds qui sera dédié pour le financement des projets initiés par les jeunes. Et là, ça va être un instrument vraiment très... où on a pu aussi avoir d'autres bailleurs de fonds qui ont rejoint donc le tour de table. Donc il va y avoir la BAD, il va y avoir donc d'autres bailleurs, l'Union européenne, il va y avoir des fonds britanniques, il va y avoir pas mal de financements qui vont accompagner l'AFD aussi, une ligne de financement dédiée qui va accompagner le financement en capital qu'on va offrir à travers le fonds qui sera financé par la BAD. Mais là, c'est vraiment un instrument qui va aller jusqu'à donc une durée de vie de 20 ans sur lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. On a l'habitude de travailler sur des programmes de 5 jusqu'à 10 ans. Là, c'est un programme qui va durer dans le temps. Donc, j'espère aussi que ça pourra répondre à ce besoin de financement qui est toujours exprimé par notre jeunesse et surtout par les régions de la Tunisie. Très bien. Merci. Donc, dans votre vision de la CDC, vous encouragez dans les prochaines années l'investissement dans les régions et surtout dans les projets qui portent sur le développement durable et également sur l'aspect innovation. Je pense qu'il y a beaucoup de startups qui sont intéressées ici. Je me dirige vers toi, Hamida. Donc, on est dans cette troisième partie sur les visions de vos institutions, notamment comment voyez-vous les relations dans les 5 prochaines années entre les régions tunisiennes et la région Île-de-France. Et pareil, avez-vous un axe prioritaire? Alors, moi, je souscris complètement à ce qui vient dit par les différents intervenants. Dans les 5 années qui viennent, parce que nous sommes en mandat électoral jusqu'en 2028, donc il nous reste environ 2 ans, ça passe tellement vite. 2 ans, donc nous on va continuer bien évidemment cette coopération avec les grandes régions de la Tunisie, et puis pourquoi pas y inscrire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une coopération avec le Sud. Mais je pense que il y a beaucoup de freins qui ont été effectivement dits par rapport à cela. Peut-être que je vais le redire tout à l'heure, mais je pense. Alors, je ne vais pas jeter un pavé dans la mare, comme on dit. Il y a aussi le souci de décentralisation. Je pense que ça, c'est important. À un moment donné, on peut pas avoir, et je ne parle pas que pour la Tunisie, il y a d'autres pays aussi qui fonctionnent un peu comme ça, ou d'autres régions. On peut pas avoir un élément au-dessus qui dirige, qui dirige en fait toutes les régions. Nous, on a fait la décentralisation. Chaque région est un peu autonome. C'est pas mal parce qu'on a chacun son budget, parce qu'on arrive à avoir des projets, parce que les personnes compétentes sont sur le terrain
Donc voilà, ils connaissent un peu plus la problématique du territoire, sur le développement économique, sur l'écologie, sur le développement durable, voilà, sur beaucoup de sujets. Donc ça, c'est important. Et puis nous, ce qu'on a envie, bien évidemment, parce qu'on a déjà posé des bonnes bases avec la Tunisie. Hein, je veux dire, on a vraiment une galaxie de coopération qui fonctionne, on a vraiment des bonnes bases. Et à partir de ces bases-là, on va pouvoir développer, bien évidemment, l'accompagnement de start-up, miser de plus en plus aussi sur la jeunesse. Ça, je pense que c'est la jeunesse qui sauvera énormément en partie. Enfin, qui sauvera, je ne dis pas que la Tunisie est foutue, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais qui va accompagner bien évidemment la Tunisie dans de grands projets. Et je crois que nous, on doit s'inscrire dans cette continuité, d'apporter des réponses, d'apporter des financements. Omar l'a dit, hein, la région, l'Europe aussi accompagne énormément sur des financements, la GZ aussi, enfin il y a beaucoup d'établissements qui accompagnent sur ça, et puis aussi d'être sur les sujets très innovants qui sont déjà là, l'intelligence artificielle, la tech, l'innovation, la recherche, le développement durable. Et puis on a un sujet aussi, nous on en parle beaucoup, l'hydrogène aussi, pourquoi pas, c'est peut-être une des ressources naturelles qu'il faudra utiliser dans l'avenir. Je sais que le groupe Airbus est vraiment sur la construction d'un avion justement qui devrait d'ici quelques années pour sortir, pour porter de l'hydrogène. Donc, allez, je sais que la Tunisie a une vision 2030 sur cela. Enfin, voilà, il faut que nous, on soit aussi, on accompagne tous ces sujets en évolution avec la Tunisie et puis bien évidemment les entreprises. Accompagner aussi, et ça, moi, je suis l'une des premières à le faire et j'ai envie d'accentuer dans le domaine rural, à accompagner beaucoup les femmes aussi dans le domaine rural, qui créent des petites entreprises, des micro-entreprises dans l'agriculture, dans les permacultures. Enfin, il y a tout ce cheminement. Enfin, je ne vais pas tout détailler, mais la Tunisie, elle a ce pouvoir et cette chance d'avoir une diversité de paysages, une diversité de ressources. Et je crois que là, il faut vraiment y travailler. Et puis, ça a été dit depuis ce matin. Si la diaspora, comme moi, comme nous tous, on le fait, d'accompagner des projets ici, parce que on a une expertise, on a maintenant un travail on est légitime sur nos territoires, sur ce qu'on développe, et je pense que la Tunisie doit s'appuyer sur cette diaspora qui est riche. Enfin, moi, j'ai créé, sans rentrer dans le détail, tu le sais, Inès, un groupe qui s'appelle So French, So Tunsi. Donc parce qu'on est français, on est tunisien, et comme le fait Amine, comme le fait beaucoup, je pense que moi je crois au réseautage, à se réunir, à des chefs d'entreprise, des femmes, vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, tous celles et ceux qui veulent contribuer à faire grandir la Tunisie à travers ces enfants qui sont issus de l'immigration, on va dire, l'immigration positive. Hein. Voilà. Merci. Je pense que notre vision est commune parce que Hamida, tu as parlé de la TUJ, tu as parlé de la diaspora et ce que nous pourrions apporter. Notamment, la TUJ France organise un programme d'incubation qui s'appelle Adventure, dont certains sont ici présents. C'est un programme donc, qui accompagne les startups tunisiennes, que ce soit le start-upper est à Tunis ou bien à l'étranger. Donc c'est notre rôle d'accompagner ces startups. Et on a aussi un axe prioritaire qui est notamment les startups qui sont fondées par des femmes et dans le domaine du développement durable et de l'innovation. Je me dirige vers vous, Omar, par rapport au centre ELIF. Nous sommes curieux de savoir, est-ce que vous avez de nouveaux modèles à établir, de nouveaux partenariats pour encore mieux accompagner ces jeunes? Pour les centres ELIF, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a 3 autres en cours de construction, donc un à Tozeur, à Okéran, à Sidi Bouzid. Donc comme je vous ai dit, depuis le lancement du premier à 45 000 jeunes qui sont passés, j'espère qu'avec les 3 nouveaux, on arrivera à 100 000 jeunes, touchés au moins par nos programmes, et surtout atteindre notre vitesse de croisière de former 5 000 personnes par an et d'en placer au moins 80% dans le marché du travail. Après, voilà, j'aimerais quand même revenir sur pas mal de points. J'ai pris des notes, je suis désolé. Je suis vieux. Hein. J'ai besoin de mes lunettes aussi. Alors, voilà. Donc, non, j'aimerais
revenir en fait à l'anecdote de Hazm Belgesem tout à l'heure qui a parlé du tal du petit fil de fer qui nous sert à faire plein de choses. En fait, c'est le pays un peu de la débrouillardise et de l'innovation. Et un dicton, enfin un proverbe arabe qui dit El-Haja Ummul Ikhtira. En fait, la nécessité, c'est la mère de l'invention. Et dans les régions, j'ai remarqué qu'il y a une résilience des jeunes, en fait, qui sont toujours très innovants et qui trouvent toujours le moyen pour résister malgré les difficultés, malgré le manque d'infrastructures, de problèmes. Donc on a vraiment un potentiel, un capital humain qui est très, très, très fort, intéressant et sur lequel vraiment on devrait vraiment continuer à capitaliser. Je pense que tu as parlé tout à l'heure, Hamida, d'approche innovante du tourisme, avec un tourisme plus durable, un tourisme plus vert. Je pense qu'on a tout aussi à gagner pour aller chercher les fonds verts aujourd'hui, chose qu'on n'attaque pas forcément. Et donc, je suis en fait, j'ai pas envie de dire serein, mais optimiste sur la suite, pas que pour le centre Elif, mais pour le reste. Nous, en tout cas, vous avez parlé de partenariat, on continue à travailler avec les autorités publiques, on est partenaire notamment avec l'ANETI, le ministère de l'Emploi, mais aussi avec la CTC, avec les technopoles et avec aussi les universités qui sont autour des centres. Donc, on continue à développer ces partenariats et même à travailler avec les directions régionales, les terres. Donc, voilà. Et je pense que j'ai tout dit, en tout cas. Mais je suis de nature optimiste et je reste optimiste quant à la suite. Voilà. Merci. Oui, nous restons tous optimistes par rapport à la suite et nous faisons toujours de notre mieux pour aller toujours vers l'avant. Monsieur Mezrani, par rapport au technopole de Sfax, comment imaginez-vous l'avenir de ce technopole dans une Tunisie tournée vers l'industrie du savoir et de la durabilité? Un avenir radieux. Un avenir radieux et je reste optimiste que ce soit pour la technopole de Sfax, que ce soit pour les autres technopoles, parce que les conditions de réussite d'une industrie du savoir sont là. Les compétences existent, en nombre et en quantité, même s'il y a des départs à l'étranger, il y a des compétences qui restent et d'assez bonnes compétences qui restent. Et même les compétences qui sont parties à l'étranger sont des opportunités, puisqu'on traite de diaspora, sont des opportunités pour établir des ponts entre l'étranger et la Tunisie, pour pouvoir développer encore plus les activités et les opportunités de ces technopoles ou de la Tunisie en général. Donc les conditions de réussite sont là, l'université est là, le centre, pour revenir à Sfax, l'université est là avec des compétences assez importantes. Nous avons un centre de recherche numérique qui est là avec 200 chercheurs qui travaillent à temps plein, en plus des différentes équipes de recherche qui existent dans les institutions universitaires. Nous avons des entreprises qui innovent avec de très bonnes idées et de très bonnes innovations. Tout est là pour que ça réussisse. Il y a d'autres conditions de réussite qui sont un peu moins à la portée, mais sur lesquelles on est en train de travailler. En termes de durabilité aussi, la Tunisie a un grand avantage et de grandes opportunités, ne serait-ce qu'en termes d'énergie renouvelable, ce qui permet de développer les capacités d'exportation des entreprises, puisque l'Europe s'achemine de plus en plus vers l'empreinte carbone et vers la taxe carbone. À nous de savoir comment profiter des opportunités qui se présentent, que ce soit en termes de proximité avec l'Europe, que ce soit en termes d'utilisation d'énergie renouvelable. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'association des technopoles tunisiennes, nous sommes en train de travailler sur cette composante énergie renouvelable. Bon, il y a encore quelques handicaps, je dirais, réglementaires à surmonter, mais j'espère qu'on va pouvoir les surmonter pour pouvoir améliorer justement la position, je dirais, l'empreinte carbone des entreprises qui sont situées dans les technopoles pour pouvoir justement renforcer leur capacité d'exportation. En termes de diaspora et de partenariats internationaux, comme je vous ai dit, donc il y a l'opportunité avec les ponts qui sont créés et il est important à ce que ces ponts soient maintenus. D'ailleurs, nous avons au sein de la technopole de Sfax, et je pense au niveau des différentes autres technopoles, des Tunisiens qui étaient partis à l'étranger et qui ont incité l'entreprise où ils travaillaient de développer un centre de développement au sein de la technopole. Nous avons ça avec l'Allemagne, nous avons ça avec le Canada, nous avons ça avec différents autres pays. Et c'est important de continuer à travailler sur ça.
Et c'est important que la Tunisie continue à garder le lien avec la diaspora qui est partie et de ne pas voir cette diaspora uniquement comme étant des fonds qui sont envoyés en Tunisie pour venir renforcer nos ressources en devises, mais comme étant des fonds qui sont envoyés pour devenir de vrais fonds investis et qui sont productifs et non pas uniquement en termes de consommation. Et de la même manière, donc à travers la diaspora, mais aussi autrement, de pouvoir bénéficier donc de partenariats internationaux pour pouvoir renforcer nos activités et pouvoir renforcer nos capacités aussi d'investissement et de réalisation. Oui, merci pour votre optimisme et pour le mot l'avenir est radieux. Vous êtes appuyé sur les partenariats internationaux, qui est un très très bon élément. En tout cas, la TUJ France est à votre disposition pour établir des partenariats avec des centres technologiques dans la région. Et c'est vrai, c'est comme ça que nous pourrions contribuer à passer cette contrainte dont vous avez cité tout à l'heure. Oui, j'ajouterai un dernier point, si vous permettez. Oui. Nous voudrions aussi que la diaspora, dans le cadre d'un give back, investisse dans les structures des technopoles. En plus, si possible, en plus de venir créer leurs propres projets, de venir investir dans les structures des technopoles elles-mêmes, afin de pouvoir améliorer encore plus l'infrastructure d'accueil des entreprises. Absolument, je retiens l'idée et nous essayons de la proposer après cette conférence, parce qu'après toutes les conférences, nous allons faire des recommandations et que nous enverrons après vers les institutions concernées. Et pour finir, donc je me dirige vers Madame Lahwa, notamment représentante de l'API. Quel est votre cap stratégique pour que l'API contribue à une nouvelle génération d'entrepreneurs régionaux et un maillage industriel équilibré? Merci. Donc, au niveau de l'API, nous avons entamé une série d'actions, parmi lesquelles je cite la digitalisation. Nous avons, depuis quelques années, digitalisé un service qui est propre à l'API, c'est celui de la déclaration d'investissement. Aujourd'hui, l'investisseur peut déclarer son projet tout en étant chez lui. Il n'a pas à se déplacer à l'API pour justement fournir les informations nécessaires pour l'établissement de la déclaration d'investissement. Et quand je dis un service digitalisé, c'est 100% online. C'est-à-dire qu'il reçoit la déclaration avec la signature électronique et tout. Et tout ceci dans l'optique justement de rendre service à tous les investisseurs d'une manière transversale, équitable, horizontale, quel que soit le lieu d'implantation de son projet. Il y a d'autres projets sur lesquels nous sommes en train de travailler également, c'est l'interopérabilité entre les différents acteurs, les différents intervenants. On sait très bien qu'il y a une complexité dans les échanges de données, d'informations entre les différents acteurs dans l'écosystème de l'investissement, et donc il y a beaucoup de projets qui sont en cours de concrétisation actuellement. Et probablement, ça va contribuer à alléger justement les procédures, que ce soit les procédures relatives à la constitution juridique des sociétés ou autres process. De l'autre côté, tout à l'heure, j'ai parlé des problèmes liés au financement. À ce titre, je cite que depuis quelques années, il y a eu une initiative de lancer un nouveau mécanisme de financement qui est le crowdfunding, c'est une action qui a été initiée par l'API, bien évidemment avec la collaboration de plusieurs parties prenantes. Et nous sommes actuellement sur un plan d'action pour la promotion de ce mécanisme de financement qui, jusqu'à aujourd'hui, on attend encore la naissance de la première plateforme de crowdfunding. Donc, il y a un programme justement pour faire connaître ce nouveau mécanisme de financement auprès
de tous ceux qui sont intéressés par lancer une plateforme de crowdfunding. Mais de l'autre côté aussi, ça pourrait intéresser la diaspora, et on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de Tunisiens à l'étranger qui sont intéressés par investir dans leur région natale. Donc, à travers ce mécanisme de financement, ils peuvent contribuer justement à faire émerger des projets régionaux. Voilà, donc j'espère un avenir radieux pour la Tunisie. Moi, je dis qu'il y a une mobilisation très forte, très remarquable de par tout le monde. Il y a une prise de conscience qui doit être saluée, effectivement, parce que tout le monde, on sait pertinemment qu'il y a des problèmes, mais la prise de conscience qui doit être justement présente pour pouvoir remédier à tout ceci. Voilà, je remercie encore une fois la TUJ pour l'organisation de cet événement, de nous avoir permis d'échanger et de voir de près toutes les bonnes choses en fait, parce qu'aujourd'hui on a parlé de beaucoup de positifs, de potentiel, et je salue aussi la jeunesse tunisienne qui a un fort potentiel pour se lancer, pour créer des startups, pour innover. Voilà, merci. Merci, nous espérons tous un avenir radieux pour notre pays et nous y travaillons tous ensemble, la TUJ, l'API, la Fondation, la région, la CDC, les centres de les technopoles technologiques, c'est-à-dire que nous y croyons et on va y arriver, Inch'Allah. Hamida, tu veux ajouter un point? Pourquoi pas? Non, mais juste dire que c'est bien ces initiatives de créer justement un forum comme ça. Mais il faut en créer d'autres dans chacun, dans nos métiers, dans nos milieux où on est très investi dans la société civile, parce que je me rends compte que, moi je me dis toujours, là où vous allez dans le monde entier, vous avez toujours un ou deux Tunisiens quelque part qui se cachent, enfin qui se cachent pas trop, mais qui occupent des postes importants, dans les domaines de la finance, dans le domaine de la recherche, du médical, de l'intelligence artificielle. Les Tunisiens, on est partout dans le monde entier. C'est pas par hasard que nous sommes quand même les héritiers de Carthage et donc nous sommes très créatifs. Nous savons faire face à des situations où on arrive toujours à s'en sortir, mais c'est comme ça parce que nous sommes positifs. Et je crois qu'il y a des talents un peu partout, mais c'est à nous, politiques, chefs d'entreprise, de monde de l'associatif, etc., de pouvoir créer ces ponts entre nous. Et surtout, il faut oser. Voilà, c'est ce qui a été dit ce matin. Il faut oser, il faut que les femmes, elles osent, il faut s'engager dans l'entrepreneuriat, dans beaucoup de projets. Il y a toujours des gens, hein, moi je dis toujours, il y a toujours des gens qui nous attendent, mais on ne le sait pas. Voilà, tout simplement. Juste un dernier mot par rapport à ce qui a été dit. Donc, on doit être toujours donc positif. Surtout, je vais donner 2 ou 3 indicateurs. Donc, nous figurons sur le rapport Génome, donc qui a un peu évalué les écosystèmes. Nous sommes top 20 en termes de valeur de l'écosystème de l'innovation en Tunisie. Top 10, ça c'est mondial, hein, top 20. On est top 10 dans la région MENA. Et on est top 3 dans la région MENA en termes de talents. Donc, les talents, c'est notre actif le plus important en Tunisie et on doit travailler là-dessus. Merci. Oui, donc nous avons parlé de notre force, du capital humain, de la force aussi de nos institutions qui accompagnent ces jeunes dans les régions. Nous avons également abordé les défis que nous affrontons et votre vision qui est très optimiste et nous allons l'atteindre un jour ou l'autre. Donc je passe maintenant la parole à la salle et je profite notamment de la présence de Monsieur Hichem Turki qui est le directeur général du Technopole de Sousse qui pourrait ajouter des éléments notamment concernant vos activités et votre vision également. Merci. Je crois que tout a été dit. Simon a très bien présenté les technopoles et puis l'activité des technopoles. Je ne peux que renforcer ce qu'il a dit nous sommes en train de préparer des plateformes technologiques
où il y a un écosystème qui est très dynamique pour la technologie, et c'est surtout pour attirer aussi notre diaspora pour venir investir sur nos technopoles. Ce qui est aussi très intéressant, c'est le partenariat avec notamment la France, parce que nous voulons que toutes nos startups soient internationales, on ne veut pas qu'elles soient sur le marché tunisien, et pour ça nous avons besoin de relais de l'autre côté aussi, pour que nos startups puissent être bien reçues et trouvent des emplacements où ils peuvent s'installer d'une manière reconnue et pour qu'ils puissent justement garder cet échange entre nos technopoles et l'international. Et puis, comme le financement de Madame Nejia sera pour aussi des technopoles internationales, donc vraiment c'est la complémentarité entre ce qui se passe dans les financements et ce qui se passe sur nos technopoles. Par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, par rapport aux événements, en novembre en Tunisie, il y aura la semaine de l'IA. Il y aura un sommet méditerranéen donc sur l'IA, mais il y a aussi un sommet techno africain sur l'IA, donc sur Sousse, pour que justement on fasse participer les régions. Donc sur Sousse, on aura un sommet africain où il y aura pas mal de partenaires avec qui nous travaillons déjà sur l'IA, et puis il y aura NVIDIA qui sera présente, puisque c'est notre partenaire. Ce qui est aussi, je voudrais rajouter un autre point par rapport à ce qu'a dit Madame Nejia aussi par rapport aux classifications. Nous sommes numéro 1 sur les ambassadeurs NVIDIA dans le monde. Et c'est en nombre et ce n'est pas en pourcentage. Nous avons 58 ambassadeurs NVIDIA. Donc nous sommes vraiment très très reconnus maintenant par rapport à l'intelligence artificielle. Et nous formons pratiquement chaque année en formation complémentaire pour être justement dans le diapason de la technologie. Donc nous formons plus que 1000 certifiés NVIDIA en IA en Tunisie chez Innovation City. Voilà. Bravo pour votre engagement. Est-ce que vous avez des questions à poser, notamment à ces institutions qui contribuent au développement des régions? Bonjour, je suis Noura Ayedi, cofondatrice de la start-up Accreditia, et on fait l'élevage et la transformation de criquets migrateurs. Voilà, en fait, je voulais profiter de l'occasion parce que je pense qu'il y a une chose très importante par rapport au développement régional. C'est que c'est vrai, il y a le financement, il y a les formations, il y a l'infrastructure et tout, mais je pense qu'il faut aussi penser à faire naître des modèles dans ces régions-là, parce que même dans les régions, il y a le centre, il y a les zones rurales. Donc, non seulement il y a le gap entre les régions et le capital, et puis aussi il y a le gap entre les zones rurales et le centre de chaque région. Je pense que il faut créer des modèles où on peut se comparer à eux. Parce qu'il y a une chose importante, moi d'après mon expérience et ma carrière professionnelle dans le recrutement et tout, je pense que nos jeunes, c'est vrai que, enfin, il y a le potentiel, il y a tout, mais je pense que nous sommes un petit peu feignants, on cherche un petit peu la facilité, c'est peut-être quelque chose de positif dans le sens commercial, parce qu'on arrive quand même à réussir nos objectifs avec le minimum d'efforts. Nos jeunes aussi voient malheureusement d'une manière négative, c'est-à-dire on voit toujours les difficultés avant les opportunités. Donc créer un modèle dans ces zones rurales et communiquer autour de ce modèle, communiquer autour des réalisations, des vraies réussites dans ces zones rurales, je pense que ça peut donner l'exemple et je pense que ça peut booster énormément ces jeunes-là. Donc, faire des formations et tout, c'est très très important, mais je pense au départ, il faut choisir vraiment les personnes qui seront les leaders de ces expériences-là. Voilà, merci. Bonjour, je commence tout d'abord par me présenter. C'est la Jedid et je suis Program Officer. Je travaille pour la fondation Hans Seidel, qui est une fondation allemande. Donc, je fais partie de la coopération internationale, plus précisément de la coopération allemande. Donc, on travaille justement sur le développement durable à l'échelle locale et on a une vision assez particulière, j'ai envie de dire, parce qu'on essaye quand même de créer une triangulation entre le pouvoir public,
à l'échelle locale, le secteur privé et la société civile, à travers une approche qui est centrée sur le citoyen. Donc, justement, les startups dans les régions peuvent proposer des solutions pour répondre à un besoin qui sera verbalisé par le citoyen. Après, il faudrait créer des mécanismes, ça c'est sûr. Et le crowdfunding peut être l'un de ces mécanismes, justement, parce que les plateformes de crowdfunding peuvent être perçues aussi comme des outils civic tech qui permettent à la communauté d'identifier ses besoins, de fixer ses priorités pour pouvoir lancer des projets à but non lucratif, ce qu'on appelle les projets communautaires. Et la diaspora pourrait contribuer justement pour le développement local durable, pour le marketing territorial, donc pour promouvoir l'attractivité des régions. Et voilà, pour préparer le retour peut-être. Donc voilà. Merci. Merci à toutes et à tous. Donc, je suis obligée de clôturer cette conférence. Nous avons reçu un message disant qu'on est en retard de plus de 25 minutes. Donc, je vous invite à poursuivre les échanges en dehors de la salle. Il y en a d'autres qui vont poursuivre ici. Donc, ce que nous pourrions conclure, c'est que les talents, ils sont présents, le capital humain, les idées aussi, et les instruments existent. Il faut les relier. Je pense que à travers nos institutions, vous réussissez très bien à les lier, les faire dialoguer, lever les freins financiers. Donc cette conférence est un pas de plus vers une Tunisie, des régions fières, inclusives et innovantes. À nous, à vous, de garder cette lumière allumée. Merci à toutes et à tous pour votre contribution.